Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée à la fois simple et vraiment puissante. Comment de toutes petites améliorations, genre 1% par jour, peuvent en fait déclencher une transformation assez radicale? Oui, bonjour. Notre point de départ, c'est un extrait d'une transcription qui s'inspire du livre Atomic Habits de James Clear. Et la question posée est simple, comment s'améliorer de 1% chaque jour? Hmm. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, comprendre comment ces micro-changements s'additionnent, mais de façon exponentielle et surtout trouver des stratégies concrètes issues de cette source pour construire de bonnes habitudes et aussi se défaire des mauvaises. Oui, et c'est une perspective intéressante parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pense souvent, non? On cherche le grand changement, la révolution. C'est ça. Alors que là, la source nous dit que la vraie magie, elle est plutôt dans la constance de petits gestes répétés, répétés. C'est ça, l'agrégation des gains marginaux. On va creuser ça. Absolument. Et pour commencer fort, il y a un chiffre qui marque tout de suite. S'améliorer de 1% chaque jour, ça pourrait nous rendre 37 fois meilleurs en un an. Quand on y réfléchit, c'est énorme, hein. C'est énorme, oui. Et pour illustrer ça, la source raconte une histoire assez parlante, celle de l'équipe cycliste britannique. Avant 2003, c'était pas vraiment la gloire. Non, pas du tout, ou plutôt le contraire même. Une seule médaille d'or olympique en presque 100 ans, aucune victoire au Tour de France, bref, un palmarès assez modeste, on va dire. Voilà, médiocre même, comme dit la source. Et puis, en 2003, arrive ce type, Dave Brailsford, nouveau directeur de la performance. Et lui, il débarque avec une philosophie qui va tout bousculer, les gains marginaux. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer absolument tous les aspects de la performance d'un cycliste, mais vraiment tout, et d'essayer d'améliorer chaque petit truc de juste 1%. Et le truc fou, c'est que ça allait bien au-delà de l'entraînement, de la nutrition, ce que tout le monde faisait déjà, quoi. Brailsford et son équipe, ils sont allés chercher des détails complètement inattendus, Ah oui, qui peuvent tout gâcher. incroyable. Ils ont testé des tas de gels de massage pour trouver le gel qui aidait à récupérer le plus vite possible. Et le top du top, ils ont choisi des matelas et des oreillers spécifiques que l'équipe trimballait partout dans les hôtels, Non, pour être sûr que chaque coureur dorme parfaitement bien. exactement. On pourrait penser que c'est de l'obsession du détail, presque ridicule. Oui, on pourrait se dire ça. Mais l'accumulation de toutes ces centaines de micro-améliorations de 1%, ça a créé un effet boule de neige. Brailsford, il visait une victoire au Tour de France en 5 ans. Et ils l'ont eu en combien d'années? En 3 ans. Bradley Wiggins en 2012 et rebelote l'année d'après avec Chris Froome. Et pendant 10 ans, l'équipe britannique a juste tout raflé. Tour de France, médaille olympique, une démonstration assez bluffante de cette puissance des petits gains cumulés. C'est fou. Ça fait vraiment penser, comme tu disais, aux intérêts composés en finance. C'est ça, les petits gains qui génèrent d'autres gains. Mais appliqués à nos compétences, à nos habitudes, le principe est le même, une croissance qui devient exponentielle grâce à la régularité. Mais attention, il y a un piège psychologique important que la source appelle la vallée de la déception. C'est un moment critique, surtout au début, quand on essaye de mettre en place une nouvelle habitude. La vallée de la déception. J'imagine bien le truc. On s'attend à voir des résultats tout de suite, non? On pense que ça va être linéaire. Je fais des efforts, donc je devrais voir des progrès proportionnels et vite. Et en réalité, Au début, c'est souvent très lent. On se donne à fond, on va à la salle, on lance un projet, on crée du contenu, et pendant des semaines, parfois des mois, rien, ou presque rien. ah oui, les exemples de la source sont parlants. L'entrepreneur qui bosse comme un fou mais voit pas de bénéfices, celui qui fait du sport sans voir son corps changer, le créateur qui a zéro vue sur ses vidéos. C'est hyper décourageant. C'est ça. C'est la phase où l'effort qu'on perçoit est maximal et la récompense visible, elle, est minimale. Notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Il aime la gratification rapide. C'est clair. Et c'est là, dans cette fameuse vallée, que la plupart des gens abandonnent. Ils se disent « ça sert à rien, mes efforts sont vains », mais c'est une illusion. Ceux qui tiennent bon, qui continuent malgré l'absence de résultats visibles, ils finissent par passer un cap. Hmm. Et c'est là que la courbe, hop, elle commence à grimper en flèche. La patience, la confiance dans le processus, c'est vraiment ça qui fait la différence. D'accord. Le message est clair. Faut s'accrocher, même quand on a l'impression de pédaler dans le vide, au début. Mais alors, comment on fait, concrètement, pour tenir bon et intégrer ce fameux 1% chaque jour? La source a l'air de dire que juste se fixer des gros objectifs, ça suffit pas. Ça pourrait même être contre-productif.
C'est un point essentiel et peut-être un des plus surprenants du livre Atomic Habits repris ici. Revenons à l'équipe cycliste. L'objectif de gagner le Tour, il l'avait sûrement depuis des lustres. Bien sûr. Ce qui a changé avec Brailsford, c'est pas l'objectif. C'est le système qu'il a mis en place pour y arriver. Cette quête quasi obsessionnelle des 1%. Donc, la distinction est là. Privilégier les systèmes plutôt que les objectifs. D'ailleurs, l'auteur de la source raconte sa propre expérience. Il dit que ses échecs passés, à l'école, en sport, au boulot, c'était souvent parce qu'il était trop fixé sur le but final. Mhm. Et que ses réussites sont venues quand il s'est concentré sur le processus, sur les routines, bref, sur les systèmes. Tout à fait. Pour être bien clair, un objectif, c'est le résultat qu'on vise. Genre courir un marathon, écrire un livre, perdre 10 kilos. OK? Le système, c'est le processus qu'on répète et qui nous y mène. Par exemple, suivre mon plan d'entraînement chaque semaine, écrire 500 mots tous les matins, planifier mes repas et faire 3 séances de sport par semaine. La source donne d'autres exemples assez clairs. Objectif, gagner 1 million versus système, mettre en place un virement auto vers un compte d'investissement et bosser sur mes compétences. Oui, ou avoir plus d'amis, objectif, versus participer à des événements chaque semaine et contacter activement des gens. Système. C'est plus concret, le système. Les équipes veulent gagner le Tour. Tous les candidats veulent le job. C'est vrai. Si l'objectif suffisait, il y aurait beaucoup plus de gagnants. Ce qui fait vraiment la diff, ce sont les systèmes qu'on met en œuvre au quotidien. Et puis, il y a autre chose. Se focaliser que sur l'objectif, ça peut créer des hauts et des bas de motivation. Comment ça? On est à fond jusqu'à atteindre le but. Là, on est super content, mais ça dure pas toujours très longtemps. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. On s'habitue vite. Ah oui, le soufflet qui retombe. Exactement. Et après, la motivation chute parce qu'il n'y a plus d'objectif juste devant nous. Alors qu'avec un bon système, on pourrait trouver une satisfaction dans le fait de faire les choses, jour après jour, peu importe si on atteint le but ultime tout de suite. C'est exactement ça. Le système assure la progression, il nous fait avancer. Les objectifs, attention, ils sont pas inutiles, ils donnent la direction, le cap. Mais c'est le système qui nous fait marcher sur le chemin. L'idée, c'est de tomber amoureux du processus, pas juste de la destination. D'accord, je vois. Les systèmes avant tout. Alors comment on les construit, ces systèmes efficaces, ces bonnes habitudes qui durent? La source propose un modèle assez simple, en 4 étapes, pour comprendre comment une habitude se forme. L'indice, l'envie, la réponse et la récompense. Oui, c'est un cycle. Prenons l'exemple classique du fumeur, repris dans la source. Voir une cigarette ou quelqu'un fumer, c'est l'indice. Le déclencheur. Voilà, ça déclenche une forte envie de nicotine, c'est l'envie. La personne va alors allumer une cigarette, c'est la réponse, et ça lui apporte un soulagement ou un plaisir immédiat, la récompense. Et ce cycle, répété, ancre l'habitude. Exactement. Et le modèle dit que si une seule de ces étapes manque, l'habitude a du mal à se former, ou peut être cassée. Donc pour créer une bonne habitude, il faut jouer sur ces 4 leviers. Ok, premier levier, L'indice. La loi qui va avec, c'est rendre l'habitude évidente. Il faut que le déclencheur soit visible, facile à repérer. Une stratégie donnée, c'est l'empilement des habitudes ou habit stacking. ah oui, ça c'est malin. Ça consiste à accrocher une nouvelle habitude juste avant ou juste après une habitude qu'on a déjà bien installée. Oui, la formule est toute simple. Après mon habitude actuelle, je ferai ma nouvelle habitude. La source donne des exemples comme « Après mon café du matin, habitude actuelle, je méditerai 1 minute, nouvelle habitude ». Ou « Avant de me brosser les dents le soir, habitude actuelle, je ferai 10 pompes, nouvelle habitude ». On profite de l'élan d'une routine existante. C'est ça. Et une autre stratégie présentée comme vraiment clé par la source, c'est le réaménagement de l'environnement. L'idée, c'est que c'est super dur de changer si notre environnement nous pousse constamment vers nos vieilles habitudes. Oh oui, ça c'est fondamental. Notre environnement physique, mais aussi social, nous influence énormément, souvent sans qu'on s'en rende compte. Modifier consciemment cet environnement, c'est une des actions les plus efficaces pour changer. Et la source donne plein d'exemples concrets là aussi. Oui. Si on veut lire plus, on laisse un livre sur l'oreiller. Si on veut manger plus sain, on met une belle coupe de fruits bien visible et on cache les gâteaux au fond du placard. Logique. Si on veut moins être distrait, on enlève les icônes des réseaux sociaux de l'écran d'accueil du téléphone ou on sort la télé de la chambre. Préparer ses affaires de sport la veille, ça les rend visibles et prêtes à l'emploi le matin. Avoir une grosse bouteille d'eau sur son bureau, ça rappelle de boire. L'entourage aussi joue un rôle énorme. S'entourer des bonnes personnes, c'est mentionné.
Si on veut être plus sain, traîner avec des gens sportifs et qui mangent bien, ça aide. Ça rend ses comportements normaux désirables. Carrément. D'ailleurs, l'histoire des soldats américains au Vietnam qui est dans la source, elle est hyper parlante là-dessus. Apparemment, beaucoup de soldats étaient devenus accros à l'héroïne là-bas. L'environnement était propice, stress, drogue facile d'accès. Et le truc incroyable, c'est qu'en rentrant aux États-Unis, quasiment 90% d'entre eux ont arrêté net. Sans cure de désintox particulière. Comment c'est possible? Tout simplement parce que l'environnement avait changé du tout au tout. Fini le contexte de guerre, les camarades qui consommaient, la facilité d'accès. Tous les indices qui déclenchaient l'envie avaient disparu. C'est une preuve flagrante du pouvoir de l'environnement. Ça explique aussi pourquoi les cures échouent parfois. Exactement. Si la personne retourne dans son ancien milieu avec les mêmes déclencheurs, c'est très dur. Le conseil pratique de la source, c'est d'essayer de dédier des espaces à des activités précises. Même dans un petit appart, on peut tenter d'avoir un coin travail, un coin détente, le lit que pour dormir. Ça renforce les bonnes associations mentales. D'accord. Deuxième étape du cycle B, l'envie, la loi C. Rendre l'habitude attrayante. Il faut que l'idée de faire cette habitude nous donne envie, justement, qu'il y ait une anticipation positive. Et là, une technique sympa, c'est le regroupement des tentations, temptation bundling. L'idée, c'est de lier une chose qu'on adore faire, une tentation, avec une chose qu'on doit faire, la nouvelle habitude. Ah oui, l'exemple classique. J'ai le droit de regarder ma série préférée, l'envie, uniquement quand je suis sur le vélo d'appartement, le besoin. C'est ça. On associe l'effort à une récompense immédiate qu'on désire vraiment. Ça rend l'effort beaucoup plus acceptable, voire agréable. Ça peut aussi être de choisir sa salle de sport juste à côté du café qu'on aime bien, ou sur le chemin du retour du boulot, pour associer ça à un moment plus sympa. Tout à fait. Et pour rendre l'habitude encore plus attrayante, la source souligne l'importance du groupe social. Rejoindre un club, une association, un groupe de soutien avec des gens qui ont les mêmes buts, ça motive énormément. L'effet tribu? Oui, on est des êtres sociaux, on aime imiter, appartenir. Voir les autres réussir, partager les galères, s'encourager mutuellement, ça rend l'habitude plus désirable et ça aide à tenir bon. Troisième loi atomique, Rendre l'habitude facile. ça touche à l'étape 2. La réponse. Il faut réduire au maximum l'effort pour faire l'action. J'aime bien l'image du tuyau d'arrosage plein de nœuds qu'utilise la source. Oui, elle est bien. Pour que l'eau coule, ça sert à rien de mettre plus de pression, la volonté. Il faut d'abord défaire les nœuds, faciliter l'action. C'est exactement ça. Simplifier au maximum. Optimiser l'environnement et les routines pour que l'habitude demande le moins d'énergie possible. On a déjà parlé de préparer ses affaires de sport la veille. Oui. Ça peut être aussi acheter des légumes déjà coupés si on déteste faire ça. Automatiser ses virements d'épargne, choisir la salle de sport la plus pratique sur son trajet. Chaque petit obstacle qu'on enlève, ça augmente les chances qu'on passe à l'action. Et c'est là qu'arrive cette fameuse règle des 2 minutes. L'idée, c'est de commencer une nouvelle habitude en ne s'engageant qu'à la faire 2 minutes maximum. Ça paraît presque trop simple pour être vrai. C'est contre-intuitif, mais c'est redoutablement efficace. Le but principal, c'est pas le résultat immédiat, c'est de maîtriser l'art de commencer. Souvent, le plus dur, c'est l'inertie du début, non? Ah oui, clairement. Se lever du canapé, ouvrir le bouquin. Voilà. En réduisant l'engagement de départ à un truc minuscule, genre 2 minutes, on contourne la résistance mentale. C'est tellement facile qu'on peut pas vraiment refuser. Lire juste une page, faire une seule pompe, juste mettre mes chaussures de course. Et une fois qu'on a commencé, Eh bien, c'est beaucoup plus facile de continuer si on en a envie. La motivation, elle suit souvent l'action, c'est pas toujours l'inverse. Il faut démarrer la machine. la source raconte l'histoire d'un lecteur qui aurait perdu plus de 45 kilos. Il a commencé en s'engageant à aller à la salle juste 5 minutes par jour. Au début, il faisait ses 5 minutes et il repartait. Incroyable. Mais au bout d'un moment, une fois sur place, il restait plus longtemps, naturellement. C'est un super exemple. La règle des 2 minutes, ça aide aussi à régler tous les petits soucis logistiques du début, sans se mettre la pression. Trouver le bon moment, savoir où se garer, quel matériel prendre. L'essentiel, c'est de rendre le démarrage tellement facile qu'on ne peut pas dire non. Il faut d'abord ancrer l'habitude, même en version mini. Exactement. Standardiser avant d'optimiser. L'amélioration, ça viendra après. On arrive à la 4e et dernière étape du livre. La récompense. La loi, c'est rendre l'habitude satisfaisante. Et là, c'est un vrai défi pour beaucoup de bonnes habitudes parce que, comme on disait, l'effort est souvent immédiat, mais les bénéfices, perdre du poids, être en meilleure santé, maîtriser une compétence, ils sont loin dans le futur. Oui, notre cerveau, il préfère le petit plaisir tout de suite.
Pour contrer ça, la source recommande vraiment le suivi des habitudes, le fameux Habits Tracker. Le simple fait de cocher une case. Oui, cocher une case sur un calendrier, dans une appli après avoir fait son habitude, ça donne une petite dose de satisfaction immédiate. Ça rend le progrès visible, concret, même quand les grands résultats se font attendre. Il y a cette histoire célèbre avec le comédien Jerry Seinfeld. Elle est dans la source aussi. Un jeune humoriste lui demande un conseil pour s'améliorer. Et Seinfeld lui dit d'acheter un grand calendrier mural. Mhm. Et chaque jour où il écrit des blagues, il doit faire une grosse croix rouge sur la case du jour. Et le conseil en or de Seinfeld, c'était « Après quelques jours, tu auras une chaîne. Ton seul job, c'est de ne pas briser la chaîne. Ne pas briser la chaîne. » Cette chaîne de croix, elle devient une récompense visuelle en soi. Voir la chaîne s'allonger jour après jour, ça donne une satisfaction qui motive à continuer. Ne pas vouloir la briser, ça devient plus fort que la flemme ou le manque d'envie du moment. Et cette constance, c'est elle qui permet l'amélioration de 1%. La source détaille même le calcul pour l'écoute de livres audio. Si on commence avec juste 100 secondes moins de 2 minutes, la fameuse règle 1%, le premier jour, Oui, et qu'on l'augmente de 1% chaque jour. Au début, c'est lent. Le 42e jour, on est à peine à 150 secondes. C'est la vallée de la déception, là. on est en plein dedans. Mais si on s'accroche, le 365e jour, on arrive à 3740 secondes. Ça fait plus d'une heure d'écoute. Ah oui, quand même. Le ratio final, c'est bien 37,4 fois plus qu'au début. Et sur l'année, ça fait plus de 100 heures d'écoute, soit une vingtaine de livres audio. C'est énorme. Surtout quand on pense que la moyenne des gens lit moins d'un livre par an. Ce calcul il montre vraiment la puissance de l'effet cumulé et comment la courbe décolle après la phase de stagnation du début. Ça illustre parfaitement le graphique de la vallée de la déception, en fait. Tout à fait. Et il y a une règle super importante qui va avec celle de Seinfeld et que la source souligne bien. Si jamais on rate un jour, parce que ça arrive, on est humain, Oui, inévitablement. la règle d'or, c'est ne jamais rater 2 fois de suite. Rater une fois, c'est un accident. Rater 2 fois de suite, c'est le début d'une nouvelle mauvaise habitude, celle de ne pas faire. Exactement. Ça envoie un signal à notre cerveau que finalement, cette habitude n'est pas si importante. Et là, c'est beaucoup plus dur de s'y remettre. Logique, c'est clair. Alors maintenant, si on veut faire l'inverse, se débarrasser d'une mauvaise habitude, j'imagine qu'il faut juste inverser les 4 lois. C'est exactement ça. Pour casser une mauvaise habitude, il faut la rendre 1. Invisible, donc supprimer les indices, jeter les paquets de cigarettes, désinstaller l'appli qui nous rend accro, ne pas acheter de cochonneries. Ok. 2. Peu attrayante. Se concentrer sur les inconvénients, visualiser les conséquences négatives. 3. Difficile. Ajouter des obstacles, des frictions, mettre la télé dans le placard ou utiliser des logiciels qui bloquent certains sites, c'est ça. Et 4. Insatisfaisante. Essayer d'y associer une conséquence négative immédiate, même petite. Et la source donne un dernier conseil bonus qui a l'air assez puissant. Trouver un partenaire de responsabilité. Quelqu'un à qui on doit rendre des comptes. Ah oui, l'engagement social, ça marche super bien. Savoir que quelqu'un d'autre va vérifier si on a fait ce qu'on a dit, ça met une pression positive qui aide vraiment à tenir ses engagements. L'exemple du partenaire de gym est pas mal. Oui, On se met d'accord. Si l'un des deux sèche une séance sans bonne raison, il paye la séance et le shaker de protéines de l'autre, la fois d'après. La double peine. exactement. Décevoir son pote et perdre de l'argent, c'est souvent très dissuasif. Excellent. Bon, pour résumer cette exploration très dense, on retient d'abord cette puissance incroyable de l'agrégation des gains marginaux, le fameux 1% par jour. Ensuite, ce changement de focus, les systèmes, les processus sont plus importants que les objectifs seuls. Oui. Puis, on a ce cadre en 4 lois, très pratique pour construire de bonnes habitudes, rendre l'indice évident, l'envie attrayante, la réponse facile et la récompense satisfaisante. Et bien sûr, on inverse tout ça pour casser les mauvaises habitudes. Et on n'oublie pas les stratégies concrètes, l'empilement des habitudes, le réaménagement de l'environnement, la règle des 2 minutes pour démarrer, le suivi des habitudes avec la règle de Seinfeld, ne pas briser la chaîne, et le coup de pouce du partenaire de responsabilité. Et peut-être pour finir, une petite question pour prolonger la réflexion inspirée de tout ça. Si on regarde notre propre environnement, nos routines, quelle serait la toute petite friction qu'on pourrait enlever dès maintenant ou le tout petit indice qu'on pourrait ajouter pour rendre une bonne habitude juste un chouïa plus facile ou un peu plus évidente à commencer? Bonne question. Parfois, c'est ce minuscule changement qui peut tout déclencher.
le premier domino, quoi.